Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé, le dernier numéro de cette semaine, de ce mois et de cette année 2023. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce dernier numéro de Regard Croisé. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Élection, la conférence épiscopale évoque des irrégularités susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats. Après la RDC, ce sera le Burkina. L'ambassade de Russie rouvre ses portes après 31 ans de fermeture. Troisième sujet, Sahel, en froid avec le Mali. L'Algérie resserre ses liens avec le Niger. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Notre sujet sur le Togo, nous parlons du FAEJ, 1852 nouveaux projets financés en 2023 à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Toujours avec le même plaisir, nous sommes là pour débattre un peu des sujets d'actualité au pays et dans le monde. C'est le lieu de saluer tous ceux qui nous ont toujours soutenus au cours de cette émission, je crois hebdomadaire pour nous, mais quotidien pour Guillaume. Et donc nous disons merci et nous pensons que vous allez quand même faire de très bonnes fêtes et nous vous le souhaitons. Merci beaucoup à vous Eric qui donnait déjà le temps. On y reviendra sûrement à la fin de cette émission. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir au doyen Eric Johnson, bonsoir au troisième invité que je te laisse le soin de présenter aux téléspectateurs. Okay. Les téléspectateurs à qui je dis bonsoir ou bonjour selon leurs zones d'écoute. Je profite également pour leur souhaiter joyeuse année, bonne année 2024 à toutes et à tous. Espérons que nous allons nous retrouver en 2024, de janvier 2024 jusqu'à décembre 2024. Merci beaucoup à vous Louis Kamako. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est Ashraf Ourosama. Vous êtes juriste et secrétaire général du Parti démocratique panafricain PDP. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir chers confrères ici présents. Je suis très honoré d'être là cet après-midi pour édifier nos concitoyens sur un certain nombre de sujets. Et c'est tout un plaisir de revenir sur ce plateau. Je crois que c'est à travers la confrontation des idées que la vérité peut jaillir. Et nous sommes résolument engagés, disons, au processus démocratique de notre pays, à la prospérité également de notre pays. Je crois que chacun pourra mettre du sien pour le développement de ce pays. Et j'anticipe pour souhaiter un joyeuse année à tous les Togolais et que l'année civile 2024, nous procure de la joie et de l'aboutissement dans nos projets respectifs. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu donc à notre invitation. Nous attaquons notre premier sujet, direction donc la République démocratique du Congo pour parler des élections. La conférence épiscopale évoque des irrégularités susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats. La conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, très attendue sur ces élections, avait déployé un certain nombre d'observateurs sur toute l'étendue du territoire congolais pour observer ces élections. 4 scrutins qui ont eu lieu à partir du 20 décembre. Normalement, c'était le 20, ça a été prorogé au 21, mais selon sa mission d'observation, des opérations de vote auraient continué après même la clôture annoncée officiellement. Et justement, c'est ce qui fait l'objet de son rapport, un pré-rapport donc présenté, au cours duquel la conférence dit avoir documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats de différents scrutins en certains endroits. Et donc, il dit quand même que ces tendances, les tendances pour le dépouillement à son niveau sont pratiquement les mêmes que les tendances au niveau de la CENI. Il y aura un candidat qui se démarque au parlant de la présidentielle, un candidat qui se démarque des autres, mais il appelle quand même, la conférence plutôt appelle la CENI à se prononcer sur la régularité de ces élections, surtout dans certaines zones où des irrégularités de nature à entacher finalement l'intégrité de ce processus électoral ont été remarquées par la conférence épiscopale. Je voudrais bien commencer par vous,
Louis Kamako, la conférence épiscopale en République démocratique du Congo se prononce régulièrement sur ce genre de situation. Cette fois-ci, c'est des irrégularités, pas de nature, comme on l'entend généralement, de nature à ne pas entacher la régularité des élections, mais cette fois-ci, apparemment, elles sont de grande ampleur. Oui, ça prouve à suffisance combien de fois cette coalition ou bien ces églises-là jouent un rôle important dans le processus en fait démocratique ou bien dans en politique en Est des Congo. Vous parlez tout à l'heure des observateurs qui ont été déployés sur tout l'ensemble du territoire. Je rappelle qu'ils sont au nombre de 25 000 qui ont été là où il y a eu des votes. Oui, tous ont été déployés et je crois que sur le rapport en question, les faits nous révèlent qu'il s'agit de plus de 43 000 rapports qui ont été étudiés justement par la CENCO. Et donc ça veut dire que c'est un travail de fourmi, un travail de pénélome, un travail de fond qui a été fait. Et ça prouve justement, comme je le disais tout à l'heure, l'expertise en fait que la CENCO a dans la supervision ou bien dans l'observation du processus électoral. Et donc, comme on le dit, je pense que unanimement ou bien avec l'ensemble de la classe politique de l'opposition, le constat fait par la CENCO est partagé. Aujourd'hui, on ne nous dit pas que ce sont des inégalités très graves de nature peut-être à reprendre les élections. Je pense que dans la recommandation de la CENCO, ça a été notifié. Donc, clairement que bien sûr qu'il y a des irrégularités. Et les irrégularités en question, ce sont justement des pépins techniques. Et en fait, le retard dans l'ouverture des bureaux de vote, c'est ce qui fait qu'ailleurs, le vote a été prolongé au même moment où le vote se déroule et au même moment, il y a le dépouillement qui se fait. C'est vrai que c'est des situations qui sont de nature, justement, à discréditer en fait un scrutin présidentiel digne de ce nom. Mais comme je le dis et comme l'a constaté également la CENCO, ce ne sont pas des irrégularités de nature justement à reprendre ce processus-là qui aurait coûté la peau des fesses aux autorités congolaises parce qu'on nous apprend que c'est plus d'$1 milliard qui ont été mobilisés ou bien qui ont été dépensés pour justement organiser ces élections-là. Donc je crois que le constat aujourd'hui il est fait. La RDC n'est pas à sa première élection. On a toujours connu des élections, les élections qui ont abouti ou bien l'élection qui a amené Félix Tshisekedi au pouvoir. On a vu comment est-ce que ça a été décrété, on a vu comment est-ce que les résultats ont été contestés de par le passé. Mais je pense que comparé justement à ce qu'on a eu à assister de par le passé, je trouve que le ciel peut être en train d'être dégagé pour le peuple congolais qui aujourd'hui peut se frotter les mains parce que c'est vrai qu'il y a eu des manifestations ici et là, mais on n'a pas encore à résister de pertes en vies humaines. Et je pense que c'est peut-être un coup d'essai, un coup de maître pour le gouvernement de Félix Tshisekedi. En tout cas, pour vous, c'est quelque chose peut-être de positif. Eric Johnson, la conférence épiscopale enregistre ou parle plutôt des irrégularités qui sont de nature à affecter l'intégrité même de ces scrutins. Des résultats. Des résultats surtout. Oui. Ouais. Il fallait s'y attendre tout simplement. Vous savez, la RDC est un grand pays. Un pays si vaste que aujourd'hui on parle de 44 millions d'électeurs. Pour réussir à faire voter tout ce beau monde, il faut déployer les grands moyens. Mon collègue vient de parler d'un budget de plus d'$1 milliard. Ce n'est pas rien. Ça fait en CFA, on dépasse les 550 milliards de francs CFA. Et j'avoue que ce pays-là n'est pas un pays stable d'abord. Pour organiser un scrutin dans ce pays, il faut forcément que les gens arrivent à s'entendre sur le minimum. Aujourd'hui, tout le monde a voulu qu'on aille à des élections parce que il y a le cahier électoral qui l'impose. Alors que il y a plusieurs parties de ce territoire-là
où on ne peut même pas déployer les organes d'élection. Or, il s'agit là de 4 élections cumulées. L'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection régionale et l'élection locale. Voilà un système qui, d'abord, il faudrait que les citoyens comprennent le fonctionnement de ce scrutin-là avant d'aller à ces élections. On n'a pas pris le temps de sensibiliser ou d'expliquer aux populations comment ce scrutin-là va se passer. On a pris le temps plutôt de faire des querelles politiques pendant que le pouvoir en place était en train d'organiser ces élections. En organisant ces élections, ça veut dire que le pouvoir en place a déjà envoyé sur le terrain ses émissaires pour faire campagne pendant que les autres étaient là en train de se disputer sur, excusez-moi le terme, mais des menus frétins. Aujourd'hui, même avant d'aller à ces élections, à quelques jours de ces élections, c'est en ce moment qu'on a commencé par avoir des coalitions. Et ces coalitions-là, c'est pour dire quoi? C'est pour demander aux électeurs de voter pour un candidat, alors que, en amont, certains s'étaient déjà déclarés candidats. Et donc, ils avaient déjà derrière eux une frange de la population. Maintenant, c'est à quelques jours de ces élections, vous demandez à ces électeurs-là de voter pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le chef de file, finalement, d'une certaine coalition. Ça pose énormément de problèmes. C'est pour ça que je dis, il fallait s'y attendre. Parce que quand on est dans cette situation-là, et que les résultats escomptés par chaque coalition ou par chaque parti voilà leur programme, alors là on commence par crier à la faute. Maintenant, le rôle de l'Église, l'Église ici, j'ai lu un peu partout des gens qui parlent de l'Église catholique. Non, ici c'est pas seulement l'Église catholique. C'est avec les églises protestantes. Avec aussi les églises protestantes. La Synco, c'est un regroupement de toutes ces églises-là. Et donc, toutes ces églises-là, aujourd'hui, disent clairement qu'il y a eu des irrégularités. Ces irrégularités-là ont été également constatées par d'autres observateurs. Mais est-ce que ces irrégularités-là vont quand même demander, vont pousser à reprendre ce scrutin? C'est là où l'Église demande finalement de faire le comptage bureau de vote par bureau de vote. Mais à l'heure où nous sommes, la CENI continue pas à donner les résultats provisoires. Et ces résultats provisoires mettent en avant Étienne Tshisekedi, qui est le président sortant. Et je dis, les gens vont continuer par contester. Il y a eu même des manifestations qui ont été refusées, et dispersées, et tout ça par le pouvoir en place. Et je pense que si on ne le fait pas, ça veut dire que tout le scrutin sera à reprendre, avec autant de moyens déployés, avec autant de sacrifices faits. Je pense que il faudrait que l'on garde quand même le calme jusqu'à ce qu'on proclame les résultats définitifs de ce scrutin-là. J'estime que la CENI va quand même écouter la Synco, parce que si il y a un candidat qui est en avance, c'est sûr que les autres vont contester. Alors, il faudrait que tout le monde attende le travail de la CENI pour se prononcer finalement sur les résultats définitifs. Alors, je rappelle que la Synco a dit que ces tendances sont pratiquement les mêmes que celles de la CENI. Maintenant, elle demande à la CENI de situer l'opinion s'il faut reprendre le scrutin dans certaines zones ou bien si on va les garder comme ça. La conférence épiscopale... Oui, mais déjà même le
fait de prolonger le scrutin pendant au moins 6 jours, ce qui n'a pas ça été fait partie prévu. des irrégularités qui ont été dénoncées. Qui ont été dénoncées, mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire? Parce que, comme je le disais tantôt, il y a des endroits où le déploiement du matériel électoral a été très difficile. Est-ce que le mieux n'aurait pas été de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises avant de lancer les débats? Mais justement, c'est ce que je disais, que ce pays-là est si vaste, avec une situation sociale un peu délicate, et ne permet pas d'organiser ce scrutin-là dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup, Eric. Alors, Ashraf Roussama, la CENCO évoque des irrégularités de nature à entacher l'intégrité même des résultats de ces élections qui ont eu lieu ce mois de décembre en République démocratique du Congo. Oui, mais effectivement, il faut se poser la question de savoir si la CENCO est légitime, s'ils sont habilités à se prononcer sur le processus électoral qu'on connaît aujourd'hui en RDC. Oui, effectivement, ils ont tout à fait le droit parce qu'ils appartiennent à la société civile, ce réseau-là qui ne fait pas partie de l'appareil gouvernemental, mais qui exerce également un contrôle sur un certain nombre d'activités, donc disons des sujets d'intérêt national. Et donc les élections en font partie. Et donc aujourd'hui, ils ont fait quand même un constat, disons des irrégularités qui peuvent affecter la sincérité des élections. Donc je crois que du point de vue empirique, du point de vue même, ils disposent aujourd'hui des éléments factuels pour faire de telles affirmations. Maintenant, il faut essayer de voir le contexte sociopolitique de la RDC. Est-ce qu'il ne fallait pas différer ces élections-là pour pouvoir organiser les dites élections dans les règles de l'art? Je suis pas d'accord avec mon Eric Johnson qui veut nous faire comprendre qu'on peut déroger la légalité administrative par un certain nombre de choses. Je crois que si l'urgence et un certain nombre de motifs ne permettent pas, disons, d'évincer un certain nombre de règles de droit. Parce qu'aujourd'hui, la CENCO s'interroge sur la légalité de la prorogation, disons, des 10 élections. On ne peut pas continuer à voter pendant qu'on continue de compiler des élections. Non, le principe d'égalité doit profiter à toutes les circonscriptions. Et on doit normalement commencer le vote au même moment. À la même heure. Dans la réalité. À la même heure. Et je crois que la CENI aujourd'hui se met véritablement en difficulté parce que, je suis désolé, il y a un contentieux quand même électoral. Et ce contentieux électoral-là permet aujourd'hui à l'opposition d'avoir toutes les preuves matérielles pour contester les résultats électoraux. Parce que déjà, le délai de la prorogation, disons du point de vue de la légalité administrative, j'émets vraiment des réserves et je crois que le code électoral est suffisamment clair sur l'organisation des élections, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que les bureaux de vote doivent ouvrir à la même heure et se fermer à la même heure. Et donc, ce n'est pas une question de fuseau. L'étendue du territoire fait qu'on ne peut pas ouvrir à la même heure, mais c'est selon votre localité. Oui, selon. Ce sera 7 heures dans votre localité. Oui, c'est ce que quelqu'un qui est à Goma n'a pas la même heure que non, les questions de fuseau horaire, ça se justifie. Ça, c'est l'ordre normal des choses, c'est naturel. Okay. Mais à partir du moment où les faits résultent du dysfonctionnement ou de la légèreté de l'institution chargée d'organiser des élections, on tire des conséquences juridiques qui en découlent. C'est pour cette raison que je dis, il y a un contentieux électoral après les dites élections, il appartient aujourd'hui à l'opposition et d'apporter des preuves matérielles de contestation des résultats. Maintenant, quand la CENCO disent qu'il y a des éléments qui permettent aujourd'hui de remettre en cause les élections, il faut quand même dire que la CENCO ne doit pas aujourd'hui également outrepasser ses prérogatives. C'est vrai, ils le disent, mais il n'appartient que il y a une juridiction spécialisée capable de le faire, c'est-à-dire que le pouvoir de rectification matérielle, comme on le dit en droit constitutionnel, quand vous prenez le règlement intérieur des cours constitutionnels, le pouvoir de rectification matérielle des résultats appartient à la Cour constitutionnelle. Donc il appartient à cette juridiction-là de juger après les élections, quels sont les résultats qui peuvent être validés ou invalidés. Il y a quand même des précédents. Je crois qu'au Kenya, on a vu la Cour suprême invalider les élections. Donc on peut tendre vers là. Moi, je n'exclus pas cette hypothèse. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas, a priori, peut-être à raison peut-être de l'énergie ou disons des moyens déployés. Cela ne constitue pas une preuve de remettre en cause des
les élections. Non, je crois que nous sommes engagés dans un processus démocratique abouti. Lorsqu'il y a des incohérences dans l'organisation des élections, on doit pouvoir les relever et l'institution doit pouvoir tirer les conséquences qui en découlent. C'est vrai, il y a une pratique quand même assez constante à l'échelle continentale où vous avez des cours constitutionnels qui, pour moi, évacuent le contentieux électoral, ne vont pas jusqu'au fond. Et c'est-à-dire que font une lecture biaisée des dispositions du code électoral, et cela débouche par quoi? Par la violence politique après tout. Donc moi je crois que le droit de contestation des résultats appartient aux uns aux autres, même si le droit de saisine de la Cour constitutionnelle n'appartient pas aux associations, à la société civile. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas saisir directement la Cour constitutionnelle, mais après les élections, le contentieux électoral permettrait véritablement à l'opposition d'apporter des preuves matérielles de ce qu'il juge, de ce qu'il qualifie d'irrégularité, pour que le juge constitutionnel congolais puisse tirer les conséquences. Alors, deux petites questions. Oui. La première, à quel moment contestons les résultats d'un scrutin? On conteste les résultats du scrutin après, disons, la compilation des résultats. Oui, parce que la CENI ne proclame pas définitivement. Il donne seulement les résultats provisoires. Oui. Et c'est la Cour constitutionnelle qui proclame définitivement et procède aux rectifications des résultats. Oui. Voilà. Mais ça veut dire, rapidement, est-ce que là, parce qu'il y a des parties du territoire Oui. où les gens n'ont pas pu voter, Oui. est-ce qu'il fallait arrêter le processus électoral pour peut-être le renouveler une autre fois? Est-ce que la CENI... Parce que la question... Vous posez vos questions, on oui. marque la pause, puis on revient pour y répondre. Vous posez les questions, posez les questions quand même. Allez-y avec les questions. Allez-y, continuez. Oui, donc juste la seule question. La deuxième, c'est ça, la deuxième. Non, parce que mon collègue n'est pas d'accord avec moi sur le fait que la CENI ait prolongé ce scrutin-là pendant 6 jours de plus. Et donc, est-ce qu'il fallait arrêter le processus et attendre de légiférer une autre fois, ou je ne sais pas comment ça va se passer pour que ces partis puissent aller au scrutin? Nous allons marquer la pause et on revient juste après pour la suite de cette émission. Vous aurez le temps donc de répondre à ces préoccupations avant qu'on aille au deuxième sujet.